Les plus grandes menaces de la réussite sont l'ennui et l'impatience. La seule façon de devenir bon quelque part, c'est de pratiquer les bases pendant une durée hors du commun. La plupart des gens finiront par s'ennuyer. Ils veulent de l'excitation, ils veulent pouvoir parler de quelque chose, et personne ne parle des bases ennuyeuses. L'ennui nous pousse à arrêter de faire ce qu'on sait qui marche pour tenter des choses qui pourraient peut-être marcher. Une autre manière de gâcher une bonne idée, c'est d'essayer d'accélérer le rythme naturel des choses. Une bonne idée poussée à l'extrême est toujours une mauvaise idée. Faire du sport 15 heures par jour ne nous rend pas en meilleure santé, ça va juste nous blesser plus vite. Investir dans ce qui rapporte potentiellement le plus ne va pas nous rendre riches plus vite, ça va juste nous vider les poches. Un manque de patience peut radicalement changer l'issue d'une bonne idée. C'est difficile d'être excellent si on ne trouve pas un moyen de faire la même chose encore et encore. Comme Bruce Lee l'a dit, je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, je crains celui qui a pratiqué un seul coup de pied 10 000 fois. Dans le monde des réseaux sociaux, on glorifie les résultats, pas le processus. On voit le coup de pied qui rend KO quelqu'un, mais pas les années d'effort pour parfaire ce coup. On voit les résultats, mais pas le travail acharné. La différence entre bon et excellent se trouve souvent dans le fait de faire régulièrement les choses ennuyeuses qu'on doit faire, notamment quand on a le moins envie de les faire. Shane Parrish, investisseur américain. Salut tout le monde, est-ce que ce serait pas encore une fois le retour de Jus de cerveau après presque 2 mois d'absence? J'avais pas forcément prévu de faire cet épisode aujourd'hui, mais je me suis dit que ce n'était jamais de toute façon le bon moment. On l'a bien vu depuis le début de l'été, avec le rythme des épisodes qui a réduit. Et surtout, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que moi, il y a un podcast un petit peu sur le même modèle que celui-ci, en fait le podcast qui m'a inspiré à faire ça, qui s'appelle Road to Scale de Théo Lyon, qui n'a pas sorti d'épisode depuis le 14 juillet. Et maintenant, à chaque fois que je vais faire du sport, eh ben, je suis très triste et frustré parce que j'ai pas mon podcast préféré dans les oreilles. Et ça me motive vraiment moins. Et je sais que quand les podcasts de Théo sortent, eh ben, ça m'aide vraiment à mettre au clair des choses, apprendre, euh, progresser dans mon développement individuel. Et je me suis dit, mais c'est horrible, peut-être que je fais subir ça à quelques-uns d'entre vous. Parce que je sais qu'il y en a qui suivent, qui binge assidûment ce podcast. Donc je me suis dit que je ne pouvais pas vous laisser sans rien, surtout si vous m'écoutez en allant au sport ou en faisant votre trajet quotidien. Et donc me voici aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui, moi, m'a beaucoup travaillé cet été, c'est la patience. Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un d'impatient, et je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé là. Dans justement un épisode de ce podcast que je suis, il y avait cette phrase, c'était les victoires à long terme ne sont pas le fruit d'une accumulation de victoires court terme. Alors attendez, c'est pas exactement ça. C'est oui voilà. Les édifices durables ne se construisent pas avec les gains du jour. Et donc l'idée derrière ça, c'est la phrase que j'ai dite initialement, c'est les victoires à long terme ne sont pas le fruit d'une accumulation de victoires court terme. Si on veut construire quelque chose de grand, de durable, de solide, c'est pas en cherchant des petites victoires à court terme qu'on va pouvoir le construire, même si les victoires à court terme nous font nous sentir bien. D'où la nécessité de cultiver la patience comme vertu. Et justement, moi, dans mon aventure d'entrepreneur, la patience fait vraiment partie des choses qui sont le plus challengées. Comme je l'ai dit dans la citation qui a introduit l'épisode, les réseaux sociaux nous montrent beaucoup les résultats, mais pas forcément le processus. Et moi, mon aventure entrepreneuriale, elle est quand même focus sur le... Enfin, il y a quand même une grosse motivation issue du résultat, qui est de pouvoir vivre confortablement de mon activité, de pouvoir vivre là où j'ai envie de vivre, de pouvoir avoir le cadre de vie que je souhaite, de pouvoir réfléchir à avoir un enfant dans ce cadre-là à terme, etc. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, ça prend du temps. Pour l'instant, c'est plutôt stable. Il n'y a pas vraiment de croissance. Et j'ai tendance à me dire que voilà, c'est anormal, ça devrait aller plus vite. Je vois plein d'autres entrepreneurs qui vont beaucoup plus vite. J'ai investi dans un accompagnement au printemps dont la promesse était de pouvoir passer à 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en 3 mois, chose qui n'est pas arrivée. Mais aujourd'hui, je ne le vois pas comme un échec. J'ai appris des choses
qui m'ont permis de faire sens de cette impatience, en fait, de justement ce manque de patience qui m'a accroché à la base pour m'embarquer dans ce processus-là. Et moi, je me rends compte que mon aventure entrepreneuriale a quand même ceci de spécifique que je suis dans l'accompagnement des gens dans un domaine qui est la santé mentale, qui est un domaine sensible, avec des problématiques qui ne sont pas juste des optimisations de business, ne sont pas juste du marketing. J'aide les gens à reprendre le contrôle de leur vie, à construire une activité à leur image, qui leur permette de vivre. Et à mon sens, il y a une exigence au niveau du produit que je crée qui fait que je dois prendre le temps de le construire. En fait, c'est facile de faire des ventes dans l'absolu. Il suffit de mettre en place toutes les stratégies marketing les plus agressives et efficaces qui soient, d'avoir un processus de vente également agressif, et on fait rentrer de l'argent, on fait rentrer des clients. Sauf que derrière, ces clients-là, il faut s'en occuper, il faut délivrer autour de la promesse qu'on a faite à la base, et ça, c'est pas forcément simple. Surtout au vu de moi, la promesse que j'ai envie de faire aux gens, qui est celle de créer une activité à son image, et de pouvoir en vivre avec du sens, avec de la liberté, et avec quelque chose qui nous anime au quotidien, qui soit vraiment un véhicule de développement personnel par le travail. Tout le monde en rêve de ça. Et moi, je cible en plus les personnes qui ont un TDAH, c'est-à-dire qui ont des difficultés supplémentaires par rapport aux gens qui ne sont pas atteints de ce trouble. Et donc, l'impatience, je me suis rendu compte que c'était beaucoup lié à la comparaison. Et la comparaison, en fait, c'est ni bien ni mal. En fait, plutôt, c'est à la fois bien et à la fois mal. C'est un pharmacon, disaient les Grecs. Pharmacon, ça veut dire à la fois poison et remède. La comparaison, elle est nécessaire, mais elle est aussi dangereuse. Et c'est le dosage qu'il faut savoir gérer. Et donc aujourd'hui, j'essaye délibérément de moins me comparer aux autres aventures entrepreneuriales, parce qu'au début, ça a été utile pour me lancer. Mais aujourd'hui, je veux construire quelque chose qui, à mon sens, n'existe pas. En tout cas, j'ai pas trouvé quelque chose qui reflète exactement l'ambition que j'ai en tête avec ma marque. Et donc, ça prend du temps et je dois l'accepter. Et en parlant de la marque, je vais vous parler un petit peu des actualités de la rentrée, et notamment une grande nouvelle qui, elle aussi, m'a demandé beaucoup de patience. C'est enfin la création de mon site web. Le site web va arriver d'ici la fin du mois. J'en ai déjà parlé, enfin je vais en parler dans la newsletter qui sort ce dimanche. Aujourd'hui on est le vendredi 13 septembre, donc elle va sortir le 15 septembre. Donc si vous voulez être au courant en parallèle du podcast directement dans votre boîte mail, allez jeter un œil dans la description de l'épisode. Si j'oublie pas, j'espère que je ne vais pas oublier. Et abonnez-vous à la newsletter. Comme ça, vous serez au courant de tout, vous aurez des informations avant tout le monde, vous pourrez suivre mes actualités, et surtout, vous pourrez aussi échanger avec moi directement par mail en répondant à ceux que je vous envoie. Et donc le site web va arriver, ça va être vraiment du lourd, j'ai mis beaucoup d'efforts dedans, Enfin bref, vous allez voir, ça va vraiment valoir le coup d'attendre, et ça va vraiment présenter en fait la première version de ce que j'aspire à créer avec ce que je suis en train de faire. Et j'en profite donc pour vous dire aussi que je reprends le Weekly Focus, ma newsletter. Donc je vais reprendre un rythme hebdomadaire, que je vais aussi tout faire pour conserver avec ce podcast, parce que, comme je l'ai dit en introduction, il faut juste refaire et refaire les choses qu'on considère ennuyeuses, où il n'y a pas de grosses victoires, de gros résultats, mais il faut le faire encore et toujours pour s'améliorer, et parce qu'en fait c'est les fondations de ce que je suis en train de faire. Beaucoup de gens m'écoutent, beaucoup de gens me font confiance par rapport à ce que je raconte dans ces épisodes, beaucoup de gens ont envie de travailler avec moi suite à des choses que j'ai pu raconter dans ce podcast. Et donc j'ai décidé de vraiment le prendre au sérieux là sur 2024 et de mettre en place une routine pour pouvoir être présent un maximum avec vous chaque semaine pour vous partager mes aventures entrepreneuriales, mes apprentissages et vous amener avec moi dans ce processus de progression.
Alors, je regarde un petit peu mes notes. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses. Je vais vous parler de trois choses. Je vais commencer par une petite réflexion autour de comment se passe un projet. Ensuite, on va parler de l'impatience dans le cadre du TDAH, parce qu'il y a des liens très intéressants à faire entre l'impatience, le TDAH et les aventures entrepreneuriales au sens large, juste de vouloir créer quelque chose de soi-même plutôt que d'imposer par les autres. Et enfin, on fera un point sur les manières dont certains succès à court terme peuvent mener à des défaites long terme, toujours en lien avec cette notion de patience. Et à la fin, on finira avec quelques éléments pour réconcilier les deux et quelques astuces pratiques pour passer à l'action. Donc, sans plus attendre, on démarre ça. Déjà, je voulais commencer avec cette citation que j'avais trouvée dans un livre de management d'une professeure de management des entreprises à Harvard qui s'appelle Rosabeth Moss-Kanter, qui dit, en anglais, The middle of every successful project looks like a disaster. Autrement dit, le déroulement d'un projet réussi a toujours l'air d'un désastre. Et ça, c'est la chose la plus dure à accepter quand on mène un projet soi-même, quand on mène son projet à soi, c'est d'accepter le décalage qui existe entre la vision du projet réussi, donc vraiment cette motivation qui nous pousse à la base à passer à l'action. Souvent, elle est très vive, très vivide, très réaliste, cette vision du succès. Parfois tellement qu'on reste dans l'imagination et qu'on n'ose pas passer à l'action à cause de l'imperfection inhérente à la réalité concrète des choses. Et ça, c'est très dur à gérer, cet écart entre cette vision idéale et le fait que quand on a le nez dedans, au quotidien, ça a juste l'air d'un bordel qui en finit pas, et de problèmes qu'on résout, puis des nouveaux problèmes qui arrivent, etc. Et donc moi, cette citation, elle me rassure beaucoup, parce que moi, quand je gère mon projet, j'ai l'impression que c'est tout le temps le bordel, tout le temps un désastre, que c'est jamais assez bien, et que c'est pas normal par rapport à l'idée que j'ai en tête, par rapport à la vision que j'ai en tête avec mon projet. Et ça me permet de relativiser un petit peu tout ça. Donc le déroulement d'un projet réussi a toujours l'air d'un désastre. Et il faut vraiment apprendre à le gérer émotionnellement en fait. Pour pas être tenté d'une part d'abandonner, ou la pire chose qui existe à côté du fait d'abandonner, c'est le fait de remettre en question constamment ce qu'on est en train de faire. Euh, donc ça vraiment, si vous avez des projets créatifs, si vous avez des projets entrepreneuriaux, dites-vous que dans tous les cas, un projet, quand il est en cours de construction, c'est le chaos, c'est le désastre, et on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. Donc ça, c'est un petit peu un petit rappel par rapport à ça qui me semble assez important. Et j'enchaîne avec cette notion d'impatience dans le TDAH. Et donc là, je vais vous partager un petit peu des notes que j'ai prises issues d'un livre que j'ai trouvé très intéressant au début de quand je me renseignais sur le TDAH, qui s'appelle Les adultes hyperactifs de Gabriel Wahl, W-A-H-L, pardon. Je le recommande à 100%, hein, si vous vous renseignez sur le TDAH, je trouve que c'est un livre qui est juste, qui est basé sur la science, qui a une vision que j'estime encore très correcte du TDAH adulte. Et dans un passage où il parle d'impatience, le docteur Wahl, il nous dit que l'impatience, en réalité, c'est une incapacité à maîtriser le temps. Et en fait, une incapacité à maîtriser le temps, c'est lié à une dysfonction du réseau exécutif. On sait que le TDAH, c'est un problème, un trouble des fonctions exécutives, et que dans nos fonctions exécutives, on a 4 réseaux, et que un des réseaux des fonctions exécutives, c'est le réseau du when, le réseau du quand. C'est-à-dire le réseau qui est capable de maîtriser le temps, de maîtriser des deadlines, de maîtriser les étapes d'un projet, de prendre en compte le passé, de prendre en compte le futur pour guider l'action au présent. Et quand on a cette incapacité à maîtriser le temps, quand on a un TDAH, eh ben c'est ça qui compose en partie l'impulsivité. L'impatience va entraîner l'impulsivité, ça va entraîner les promesses non tenues, les engagements, le manque de fiabilité. Ça va aussi entraîner de la procrastination, du coup, un manque de motivation. Et des exemples très simples comme couper la parole sont aussi liés à l'impatience. Parce que on se dit que si on ne coupe pas la parole pour dire ce qu'on a à dire, on va l'oublier
Et donc on est impatient de dire ce qu'on a à dire. Ce qu'on a à dire prend le dessus par rapport au flux naturel de la conversation avec l'autre personne. Et ce qui remarque chez les personnes TDAH, ce docteur, c'est que les TDAH ont tendance à faire tout de suite ce pourquoi on a de la motivation, car on sait que la motivation s'envole aussi vite qu'elle n'arrive. Et que cette impatience-là devient comme une seconde nature, on devient un expert pour prendre des décisions dans l'urgence, on déteste tergiverser, et ça c'est très utile au début, quand on se lance dans un projet entrepreneurial, vraiment l'impulsion d'arrêter une expérience salariée qui se passe mal, et de se lancer à son compte, sauf que si l'impatience est utile au début, eh ben, elle peut vraiment nous poser problème par la suite. Et là je le cite, je trouve que c'est une très très belle citation, il nous dit: tout ce qui ne se fait pas dans l'instant leur semble perdu. Donc il parle des adultes TDAH. Alors autant battre le fer aussitôt sorti de la forge, quitte à être un peu à contretemps ou à se mettre dans l'embarras. Et c'est un petit peu cette idée, ce paradoxe entre la procrastination et la précrastination. La précrastination, c'est de faire tout de suite ce qu'on a envie de faire, de peur que la motivation s'envole, au lieu de faire ce qu'on a prévu de faire. Donc c'est vraiment une situation où le court terme prend le dessus sur le long terme en fait. Et ça c'est vraiment très dur à gérer. C'est toujours un exercice que je muscle moi pour mon propre cerveau qui est vraiment pas simple à faire mais qui s'entraîne. Et ça fait partie des choses que j'aide mes clients à gérer dans le cadre de mes accompagnements parce que ça peut être un vrai piège. L'impatience c'est vraiment vraiment un vrai piège. Parce que ça a des aspects positifs, mais ça peut très vite avoir des aspects négatifs, et on peut ne pas savoir comment le gérer concrètement. Et justement, à la fin de l'épisode, je vous donnerai quelques pistes, quelques astuces pour pouvoir apprendre à gérer ça. Maintenant, j'enchaîne sur une autre thématique en lien avec ce fameux entrepreneur, Théo Lyon, que j'apprécie beaucoup si vous n'avez toujours pas compris. Et dans un épisode, il nous dit que les gens exceptionnels ne font pas des choses incroyables. Ils font des choses normales, tous les jours, de façon régulière, et ça permet d'enlever le facteur chance. Il faut être prêt à faire quelque chose, à faire la même chose pendant longtemps pour réussir. Il faut s'armer de patience, combattre son impatience. Je trouve que cette phrase, elle cristallise parfaitement l'idée de ce que je vais vous présenter après, sur comment les succès court terme peuvent mener à des défaites long terme, comment l'impatience, comment la recherche d'une satisfaction immédiate, d'une gratification immédiate, peut nuire à l'accès à une gratification différée, plus forte, plus durable. Et Théo, il nous liste 4 manières de réussir à court terme qui mènent à des défaites long terme. Le fait de gagner des mauvaises batailles, le fait d'avoir des standards de quantité, le concept de pansement et le concept de hit and run. Donc là, je vais vous les détailler rapidement avec des exemples. Dans le premier exemple, le plus grand risque, c'est de gagner les mauvaises batailles. On peut gagner une bataille sans pour autant que ça nous fasse gagner la guerre, parce qu'on combat la mauvaise bataille. Et ça, j'ai un exemple qui m'est revenu, qui date, qui revient de mon passage en médecine, en première année de médecine, entre 2018 et 2019. Et l'exemple qui m'est venu, c'était le tutorat. Quand on est étudiant en première année de médecine, donc on se prépare pour le concours, on a des cours avec les professeurs, et on a des entraînements. Et en fait, on a un réseau d'élèves qui ont réussi la première année, donc qui passent en deuxième année, qui deviennent des tuteurs, et ces gens-là ils créent les notes de cours pour les élèves de première année, et tous les mardis soirs, ils organisent ce qu'on appelle un tutorat, c'est-à-dire que c'est une sorte d'examen blanc, avec des QCM, exactement comme à l'examen, sur différentes matières. Et donc tous les mardis, on a un peu cette deadline de ce tutorat. Et moi, quelque chose que j'ai souvent déploré, c'est que les gens, souvent, optimisaient leur révision pour le tutorat. Sauf que le problème du tutorat, c'est que, et moi ça je le disais tout le temps, c'est que ça me rendait fou parce que je trouvais que les QCM n'étaient pas représentatifs. Dans le sens où souvent on nous posait des questions qui la plupart du temps n'avaient aucun sens parce que jamais les professeurs, dans l'examen final, allaient nous poser ce genre de questions.
Et donc si on apprenait les cours en optimisant ses connaissances pour répondre à ce genre de questions-là qui, de base, ne tomberont jamais à l'examen, ou vraiment qu'il y a 99% de chances qu'elles ne tombent pas à l'examen, eh ben c'était de la perte de temps. Et on avait beau être très très bon au tutorat, il y avait beaucoup de gens qui étaient excellents pendant les tutorats, mais qui avaient des classements moyens à l'examen final, parce qu'ils gagnaient les mauvaises batailles. Et donc oui, ils avaient plein de succès court terme, c'était un petit peu les champions du tutorat, mais à la fin, la vraie guerre à gagner, c'était la première année de médecine. Et là, ben, le résultat était différent. Et plus largement, si on prend encore de la hauteur par rapport aux études de médecine, c'est pas parce qu'on réussit à fond le concours de première année de médecine et les examens des années qui suivent qu'on devient un bon médecin. Euh, Être un bon médecin, c'est beaucoup plus que simplement réussir de manière académique dans le cursus. Mais ça, c'est un autre débat et on pourra en parler à un autre moment. Et donc, pour gagner les bonnes batailles, comment on fait? Eh bien, c'est super important de se poser la question très très basique, mais qui est la base de tout coaching, de tout accompagnement. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que c'est que tu veux atteindre? Qu'est-ce que c'est l'objectif final? Qu'est-ce que c'est ta vision du succès? Et en fonction de ça, la stratégie s'adaptera. Le type de bataille que tu vas combattre s'adaptera. Si on n'est pas clair sur l'objectif, si on n'est pas clair sur la vision, qu'on est uniquement focalisé sur du court terme, eh ben c'est difficile de savoir si la bataille qu'on mène est la bonne ou la mauvaise. Et c'est pareil un petit peu pour la création de contenu. Est-ce que l'objectif c'est de chercher la viralité, de chercher des likes, de chercher des impressions, de chercher à percer, ou est-ce que l'objectif c'est de chercher des clients? Parce que dans les deux cas, la stratégie n'est pas la même. Et si on ne se pose pas la question, on peut juger ses contenus à la lumière de son succès entre guillemets chiffré, alors que l'objectif c'est d'obtenir des opportunités de travail avec des prospects. Et ça se mesure différemment. On peut avoir une toute petite audience avec très peu de likes, très peu d'impressions, mais générer des opportunités pour travailler, alors que derrière, on peut avoir des posts qui fonctionnent extrêmement bien avec énormément de retours, de commentaires, de likes, mais derrière, aucune opportunité en termes de business. Et comment on fait pour s'assurer de ne pas combattre les mauvaises batailles? Non seulement on se pose la question de l'objectif, mais parfois c'est difficile. Et comment on fait? On s'entoure de conseillers. Tous les stratèges depuis des millénaires s'entourent de conseillers. Et en langage d'aujourd'hui, ben, ça s'appelle juste se faire accompagner, avoir un coach, avoir un consultant, avoir un thérapeute qui nous aide à voir nos angles morts, à nous poser les bonnes questions, à nous challenger et à nous faire sortir de notre tête, à nous faire sortir de notre manière de base de penser pour voir les choses différemment et surtout voir les choses qu'on n'a pas vues de base mais qui peuvent influencer nos décisions. Et le but, c'est d'avoir un maximum de perspectives sur une décision. Et pour faire ça, c'est très important de trouver la bonne personne pour nous accompagner, une personne dont on a confiance en le jugement. Donc ça, c'était sur ce premier point de gagner les mauvaises batailles, le premier risque. Le deuxième risque, c'est les standards de quantité. Idem, je vais reprendre un exemple par rapport à la création de contenu. Au début, on conseille la quantité. Il faut poster un maximum, on peut faire un challenge 30 jours, 30 posts, vraiment se lancer et faire de la quantité. Sauf que à court terme, c'est une bonne idée, mais à long terme, ça peut être un piège. Parce que à long terme, le but avec ces contenus, c'est d'être mémorable, c'est d'être unique, c'est de prendre le temps, d'avoir du recul, d'affiner les contenus concrets. Mais au début, le but, c'est pas d'être mémorable. L'objectif avec la quantité, c'est juste d'apprendre la constance, d'apprendre la discipline. La quantité va permettre la discipline, mais ensuite seulement on cherche la qualité. Faire de la quantité sur le court terme ne va pas assurer une victoire long terme, c'est-à-dire se positionner de manière autoritaire, d'être une référence sur son sujet à long terme. Donc ça, c'est le piège des standards de quantité. Idem avec le chiffre d'affaires. Et ça, j'en parlais au tout début avec mes réflexions sur ma propre entreprise. Chercher le CA à court terme n'assure pas de construire une entreprise pérenne. Moi, cet été, j'ai réduit drastiquement la quantité d'appels de découverte, d'appels de vente que je faisais parce que j'ai passé beaucoup de temps à améliorer mon offre, à mettre en place une plateforme en ligne, à créer quelques contenus de formation, à organiser des sessions de groupe, à travailler avec Jennifer, la coach certifiée TDAH qui bosse avec moi. Donc tout ça, c'est du temps que j'alloue à des choses qui ne me rapportent pas d'argent à court terme. Et donc on pourrait se dire, non, mais tu devrais continuer de chercher les ventes à tout prix, machin. Sauf que je suis seul dans mon business aujourd'hui, j'ai pas le temps de tout faire, donc je suis obligé de choisir mes batailles. Et vous voyez comme ça rejoint en fait le premier risque qui est de gagner les mauvaises batailles. On peut sacrifier une métrique de succès à court terme
mais en pariant sur le fait que ça va nous rapporter à long terme. Moi, je sais que si je fais un bon produit, que mon accompagnement il tient ses promesses et qui permet aux personnes qui me font confiance d'atteindre l'objectif qui se fixe et sur lequel ils comptent sur moi pour y arriver, et ben derrière, le plus dur est fait. Et derrière, je pourrai faire du marketing et ce sera du marketing avec lequel je serai aligné parce que je sais que je promets des choses que je peux tenir derrière. Je ne suis pas juste là à optimiser du chiffre d'affaires pour optimiser du chiffre d'affaires. Euh, Gagner à long terme en entrepreneuriat, c'est bâtir sur la durée. C'est pas faire ce que j'appelle des passes. C'est-à-dire essayer de choper de l'argent sur une opportunité et derrière changer dès que les gens se rendent compte du poteau rose. Ça, c'est vraiment, vraiment pas mon objectif. Et donc un standard de quantité, un standard de chiffre d'affaires mensuel peut être un piège qui nous enferme et nous fait prendre les mauvaises décisions. Et des décisions qui potentiellement peuvent nuire à notre aventure entrepreneuriale à long terme, à notre réputation, à la pérennité de notre entreprise. Le troisième point, c'est l'idée des pansements. Et par rapport aux pansements, j'ai un exemple assez récurrent chez beaucoup de personnes que je rencontre. C'est que dans leur activité, il y a quelque chose qu'elles n'aiment pas faire, donc imaginons la création de contenu, et donc elles ont envie d'avoir quelqu'un qui les aide à le faire, et l'idée c'est de prendre un stagiaire. Et le stagiaire, c'est l'archétype du pansement. On a de l'aide, ça nous aide à court terme, ça coûte pas cher, ça nous motive, on a quelqu'un dans l'équipe, ça nous aide à structurer ses idées, donc on a des victoires à court terme. Sauf que sur le moyen long terme, on se retrouve à allouer beaucoup de temps à manager, à revenir sur ce qui est, sur ce qui est produit, à former, à encadrer, plutôt que travailler sur ces sujets. Et donc le temps qu'on perd à manager, ce serait du temps qu'on pourrait allouer à créer des choses qui sont plus qualitatives, surtout au début de son aventure entrepreneuriale. Parce que bien sûr qu'à un moment donné, il faut déléguer, mais la règle, c'est de ne jamais déléguer quelque chose qu'on ne maîtrise pas soi-même. Au début de son activité, ou en tout cas dans la première année, deuxième année, il faut savoir faire les choses seul avant de les déléguer. Et si on n'arrive pas à les faire seul, c'est qu'on a une problématique d'organisation, c'est qu'on a une problématique de cohérence entre nos différents projets, on a une problématique peut-être de priorisation, mais il ne faut pas essayer de soigner le court terme avec une solution de facilité. Vraiment, le stagiaire, on passe tous par là, mais c'est le pire moyen de se débarrasser d'une tâche qu'on n'aime pas. Ça ne soigne pas du tout sur le long terme. Euh, il faut assumer les difficultés d'être à son compte et la nécessité de travailler dessus. Il faut s'entraîner, se confronter à ce qui fait mal à court terme pour que, à moyen terme, ça arrête de faire mal et qu'on puisse se focaliser sur des nouveaux niveaux à atteindre. On commence par courir 500 mètres, puis un 3x500, puis 10 km, puis un semi-marathon, puis un marathon, puis un trail, mais on ne se fixe pas directement l'objectif du trail en prenant les décisions comme quelqu'un qui fait du trail de manière professionnelle. Idem pour un entrepreneur. On n'est pas des entrepreneurs avancés au début qui avons besoin de tout déléguer parce que notre temps est mieux alloué ailleurs. Aujourd'hui, notre temps, il est bien alloué à produire, à travailler, à mettre les mains dedans et à comprendre les rouages de ce qu'on est en train de créer. Et ça, c'est vraiment un piège classique. Je connais aucun entrepreneur qui ne soit pas tombé dedans, moi le premier. On a tous l'impression que ça va nous changer la vie. Ça peut prendre différentes formes, cette idée de stagiaire, ça peut être un freelance, ça peut être une agence, ça peut être n'importe quoi qu'on délègue pour se débarrasser de quelque chose au lieu de s'y confronter. Et ça, typiquement, éviter de se confronter à quelque chose et trouver une solution de substitution, qui peut faire le job dans l'idée mais qui ne résout pas le problème à la source, c'est le concept de pansement. Et quand on sait qu'on s'engage à long terme dans une voie, qu'on essaie de construire quelque chose de durable, eh ben on ne met pas des pansements. Parce qu'à un moment donné, les pansements pètent et on se retrouve avec plein de merdiers à gérer en parallèle de ce qu'on a construit. Et ça ne peut pas fonctionner. Le dernier risque, les dernières victoires court terme qui mènent pas à des victoires long terme, c'est les hit and run. Donc les hit and run, on pourrait traduire ça par une passe, par le fait de hit and run, c'est prendre l'argent et courir. C'est l'idée, par exemple, des promotions, des lancements. C'est le risque de chercher à capter de la valeur plutôt que de la créer. Capter la valeur, c'est juste être dépendant des opportunités extérieures et essayer d'être là au bon moment pour capter la valeur. Alors que créer une entreprise, créer un business, peu importe la taille du business qu'on aspire, même si c'est un business qui nous permet de vivre avec 2000-2500 euros par mois, ben, il faut chercher à créer de la valeur. Et cette idée de passe, elle rejoint le point numéro 2 concernant les standards de quantité. Il ne faut pas chercher des raccourcis, il ne faut pas sauter les étapes, il faut faire preuve de patience. Parce que
même si on croit que le raccourci, personne va capter que c'est un raccourci, ou des fois on se ment à soi-même en se disant que c'est pas un raccourci qu'on prend, on payera toujours l'addition à la fin. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, qui est extrêmement difficile avec l'entrepreneuriat et qui est souvent un élément qui révèle toute l'ampleur des difficultés aux gens concernant leur TDAH. Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui réalisent les difficultés qu'ils rencontrent une fois qu'ils sont à leur compte. C'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un endroit où on paye systématiquement le juste prix de ses défauts. L'entrepreneuriat, il n'y a aucun moyen d'éviter le fait que ça va nous mettre face à nos limitations. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces défauts, ils peuvent se travailler. C'est pas immuable, c'est pas ancré en nous. Tout se travaille. Le système nerveux, le cerveau, il est extrêmement malléable, quel que soit l'âge. Il sera plus ou moins malléable, mais il sera toujours malléable dans une certaine mesure. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience, et c'est très important très tôt de faire le nécessaire pour travailler là-dessus, pour capitaliser sur ses forces, mais aussi éviter que nos défauts nous mettent trop dans la panade. Moi, je suis d'avis de dire qu'il faut moins se focaliser sur ses défauts que sur ses forces, mais parfois, on peut avoir des défauts qui peuvent tout foutre en l'air. Et typiquement, l'impatience, c'est quelque chose qui peut tout foutre en l'air. Donc c'est un défaut qui est trop grave, qui est trop risqué pour pas investir du temps et pourquoi pas de l'argent dessus. Ça, c'est vraiment, vraiment un point qui est super important. Et donc pour finir, comment est-ce qu'on réconcilie les deux? Comment est-ce qu'on réconcilie les victoires à court terme et les victoires à long terme? La première chose, c'est donc de travailler sa patience, que je vais répéter tout au long de cet épisode. Et pour travailler sa patience, il faut fixer un horizon, fixer un objectif, fixer sa vision. Où est-ce que je veux aller? Et essayer de retarder au maximum l'échéance. Ne pas chercher un horizon à 3 à 6 mois, mais vraiment une vision long terme. À quoi je veux que ma vie ressemble dans 1, 2, 3, 5 ans, 10 ans? Comment je veux vivre? Comment je veux structurer mes journées? Qu'est-ce que je veux faire de mes mains? Qu'est-ce que je veux faire de mon cerveau pour générer de la valeur et auprès des autres et pouvoir en capter les fruits? Et donc pour ça, il y a 4 conseils qui peuvent être très utiles. Le premier, pour convaincre c'est de... Enfin, pardon. Le premier, c'est, pour combattre l'impatience, de mettre en place des activités dans sa vie qui nécessitent cette patience. Et typiquement, le sport est super utile pour ça. Moi, je déteste le sport, j'ai jamais été un sportif et j'essaie vraiment de mettre ça en place parce que le sport, il faut être régulier et patient. Il n'y a pas de raccourci. Si on augmente l'intensité, si on essaie d'en faire trop, on se blesse. Et typiquement, euh, je sais qu'il y a un auditeur qui est aussi un client à moi qui va très très certainement écouter ce podcast, je sais que tu t'es blessé à cause de ton impatience. Mais il n'y a pas de raccourci avec le sport, et il n'y a pas de raccourci avec les projets que tu veux faire au niveau créatif. Il faut être régulier, il faut être patient, et il faut faire les choses petit à petit, et laisser le temps au temps. Laisser le rythme naturel des choses. On ne peut pas les forcer. On ne peut pas forcer la croissance de muscles. On ne peut pas forcer l'apprentissage de nouvelles compétences. Ça prend un temps naturel. On est limité. En tant qu'être humain, on a des limites et il faut les accepter. C'est seulement en les acceptant qu'on pourra ensuite optimiser les choses pour les dépasser. Donc mettre en place des activités qui cultivent notre patience. Premier point. Deuxième conseil, c'est éviter de se mettre dans des situations où on cherche la rentabilité à court terme. Alors ça, typiquement, c'est un conseil qui est un peu contre-intuitif parce que souvent, une bonne manière de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'être skin in the game, comme on dit. Donc c'est vraiment de brûler les bateaux, de ne pas se laisser d'alternative que de poursuivre la voie qu'on s'est fixée. Ça fonctionne très bien, mais le risque, c'est que se mettre dans la merde, hein, c'est utile pour se booster à court terme, mais c'est pas forcément une solution pour bâtir à long terme, parce que du coup, potentiellement, on va chercher à résoudre des problèmes court terme qui sont pas exactement les bons problèmes à résoudre à long terme. Chercher à faire de l'argent vite, chercher à saisir la moindre opportunité qui se présente, c'est pas quelque chose qui aide à bâtir quelque chose sur le long terme. Troisième conseil, construire des habitudes. Les habitudes, c'est vraiment ce qui va permettre de tenir sur le long cours. C'est des petites actions ordinaires, c'est des actions répétées qui donnent aucune victoire directe, mais où on sait qu'elles vont porter leurs fruits à long terme. Manger sainement, faire du sport, bien dormir, prendre son traitement quand on a un TDAH,
Faire des contenus, pour moi, c'est par exemple faire mes posts LinkedIn chaque semaine, faire ma newsletter, faire mes podcasts. Il faut que je fasse ces petites actions. Et je sais qu'en plus, quand je les fais pas, je me sens tellement coupable de pas les faire. Je sens qu'il manque un truc, qu'il y a un truc important que je devrais faire et que je fais pas, et qui contamine, qui colore un petit peu tout le reste des actions que je fais dans ma journée. Et donc, poser ces habitudes-là, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un soutien qui nous permet de tenir sur la durée et de créer des récompenses différées plutôt que de se nourrir uniquement de récompenses immédiates. Le quatrième et dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est l'idée de réalignement. Et c'est d'alterner en fait entre des phases de convergence et de divergence. De prendre des moments où oui, on se fixe pendant 3 mois d'avoir la tête dans le guidon pendant un trimestre et de faire ce qu'on a prévu de faire, mais au bout des 3 mois, et même peut-être des points d'étape mensuels, voire hebdomadaires, mais sans remettre tout en question, on lève la tête du guidon et on fait un point d'étape. C'est très très important de faire des points d'étape parce que c'est en avançant, c'est en agissant, c'est en testant des choses, c'est en se confrontant au réel, plutôt qu'au scénario qu'on a dans sa tête, qu'on va pouvoir ensuite ajuster notre course, qu'on va pouvoir ajuster les choses pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé à la base. Mais tant qu'on n'avance pas, tant qu'on n'a pas agi, on ne sait pas ce qui est ajusté et on ne sait pas les défauts qu'on a, les travers, les manières de penser qui nous desservent pour avancer vers cet objectif. Donc c'est important d'avoir des phases où on avance sans se poser de questions et des phases où on fait des points d'étape. Le risque, c'est vraiment de faire des points d'étape trop souvent. Moi, je connais des gens qui font des points d'étape presque chaque jour. Sauf que si tous les jours on fait un point d'étape, mais en fait on n'avance pas. Et moi, des fois, quand je suis dans une phase de down, je me rends compte que je fais trop de points d'étape. Je me pose trop de questions au lieu de juste me dire, tu sais ce que tu as à faire. Oui, à court terme, ça ne résout pas le problème, mais tu sais qu'à long terme, c'est ça qui va permettre de résoudre le problème de façon durable et profonde. Et donc se remettre en question trop souvent, c'est vraiment un risque. Le focus maîtrisé gagnera toujours. Voilà pour cet épisode de rentrée. Les édifices durables ne se construisent pas avec les gains du jour, les vertus de la patience. J'espère que je vous ai donné quelques pistes intéressantes à mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir avancer vers vos objectifs malgré votre TDAH, ou pas d'ailleurs. Comme je vous ai dit, je reprends le Weekly Focus, ma newsletter hebdomadaire. Donc pour s'abonner, si ce n'est pas encore fait, allez voir dans la description de l'épisode et faites-le, parce que ça vous permettra d'avoir accès au résumé des épisodes, à mes articles hebdomadaires, aux nouvelles du lancement du site et à tout plein d'informations que seuls mes abonnés à la newsletter ont accès. Donc ça vraiment c'est un must-have. Et derrière, vous allez bientôt voir apparaître le site web avec aussi tous mes articles, tous mes podcasts, toutes les informations sur mon projet, sur mon agence d'accompagnement et sur le média TDAH adulte. Donc voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours par mail, à me laisser une note, un commentaire. Et je vous dis à très vite. Bisous.